je me présente, Claude Simard, et je suis amateur en passant, j'insiste là-dessus, amateur du début à la fin. J'ai eu la piqûre, j'ai eu la piqûre des araignées. Ça m'a vraiment, c'est comme une petite étincelle qui nous arrive un jour où j'étais employé par le Service canadien de la faune au Cap Tourmente. Et je l'ai probablement déjà raconté à Jean-Denis, mais alors je parlais à un visiteur au Centre d'interprétation de la nature du Cap Tourmente et en bas de la grande fenêtre où on avait une vue sur le fleuve, il y avait une grosse araignée, une assez grosse araignée noire, c'est ce que je voyais, là, pas plus, et des grosses mouches, une grosse mouche qui faisait qui faisait un petit peu qui avait un petit son, là. Et puis, bon, l'araignée bougeait pas, la mouche faisait son petit train-train dans le bas de la porte. En fait, c'est une porte patio. Et on se parlait avec le client, je dirais, le visiteur. Et j'avais l'œil sur ces deux-là. J'étais surpris que l'araignée fasse rien. Et ce qui s'est passé, ça a été la naissance de ma vocation amateur. Ce qui s'est passé, c'est que l'araignée, après j'ai su que c'était une araignée loup, une lycose. L'araignée a fait comme Dracula, elle s'est juste comme ça tassée d'un centimètre sur la mouche. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que la mouche n'a rien fait. Ça avait été fulgurant. La mouche était morte, paralysée. Dracula était dessus. Et quand on dit qu'une mouche, ça prend un papier journal, un tue-mouche, puis ça bouge encore, il y a une aile qui va bouger, il y a quelque chose qui va bouger, et là, rien, le temps s'est arrêté. Alors là, j'en revenais pas. Je me suis dit, voyons donc, c'est comme là que j'ai allumé. J'ai beau demander au biologiste en charge s'il y avait de la documentation sur les araignées, il n'y avait rien à l'époque. Et là, je reviens quelques années, quelques décennies après. J'avais à peu près rien trouvé. J'ai vu un article de Raymond Hutchinson dans le Naturaliste canadien où il était question des araignées de maison, ou c'était peut-être plutôt dans un autre magazine où lui parlait des araignées et où se procurer un exemplaire de la revue Le Naturaliste canadien et d'autres choses. Alors, je lui ai écrit et on s'est donné rendez-vous. Et alors là, d'une chose à l'autre, à partir de Raymond Hutchinson, là, j'ai su qu'il y avait d'autres choses, il y avait quelques petites ressources. Et là où vraiment j'ai trouvé une ressource, c'est quand j'ai pris contact avec Pierre Paquin et Nadine Dupéré. Et eux, ils travaillaient à ce moment-là sur un guide d'identification des araignées du Québec. Et ça a été vraiment, imagine-toi, mon étincelle, ça s'est fait en 72, je pense, 71 ou 72. Et ça, on était rendu à l'an 2000. J'ai eu accès au premier dessin de Nadine. Là, c'était pas en noir et blanc, c'était en ocre, avec des tons de brun. J'ai les bleus, comme on dit, les premiers, on appelle ça les premiers blueprints. Et ensuite, j'ai vu un peu naître ce guide d'identification. Je suis allé visiter Pierre Paquin. Chez lui, j'ai eu un cours 101 d'arachnologie. Mais là, j'étais pris, là, vraiment. Là, je voulais aller plus loin. Alors là, je me suis équipé d'un petit
c'est un petit... j'ai commencé comme ça, j'ai augmenté ensuite. On appelle ça un stéréoscope. Alors, ça a commencé comme ça. Et c'était quand même, c'est tout petit. On n'a pas besoin d'avoir des fois des grosses affaires pour commencer. J'espère que le microscope est là, oui. Et c'est un petit microscope comme ça, un petit stéréoscope. Alors, c'est rien de fabuleux, mais c'était net. J'avais deux oculaires. Alors, il y en a un qui grossit 20 fois, parce que j'ai déjà 10. Il y avait déjà quelque chose qui grossit 10 fois ici. Deux fois, deux fois. Alors, mon oculaire 20, ça me donnait 40. Et j'en ai un autre qui fait, j'ai deux oculaires qui font 10, donc ça donne 20, grossissement 20. Et j'ai commencé avec ça. Et ensuite, bon, je me suis équipé un petit peu plus, mais c'était déjà très, très clair. Rien qu'avec ça, j'étais très satisfait. Ça a été un bon début. Et j'ai commencé à Lance Saint-Jean au Saguenay, à faire mes premières identifications. Et quand on commence, puis qu'on est pris là, on a mordu à l'hameçon. Alors, mes deux autres petits oculaires, ils sont là. Et c'est étonnamment bon. Je dirais que si j'allais quelque part avec et que je ne pouvais pas apporter mon gros euh, stéréoscope Leica, j'apporterais ça. Et c'est bon, étonnamment. Je ne sais pas comment vous êtes équipés. Donc après ça, je pense que c'est déjà quelque chose. Là, je voulais vous montrer un peu. Je ne vous ai pas montré l'équipement, mais ça viendra. On a plusieurs choses. On avait fait un petit canevas là, avec Flavie. Mhm. Ben, pour Ah, continuer, oups, oui, allons-y, allons-y. oui, ben, pour continuer, justement, les sciences essais ont pour but de vraiment donner toutes les ressources aux gens puis leur expliquer comment recenser les espèces, dans ce cas-ci, d'araignées du Québec. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des techniques d'échantillonnage? Les techniques d'échantillonnage, il y en a. On les explique d'ailleurs dans ce guide-là. Qui a le guide? Qui Il y a la d'autre? collection, mais je ne l'ai pas personnellement. OK. Moi, je l'ai, là, c'est sûr, là. Jean-Denis là J'ai et le livre américain aussi, là, américain dessiné par Nadine aussi, le livre américain. bon. Euh, alors, il y a Claude. Est-ce que Claude a un guide des araignées? Moi, j'en ai pas, non. Mais là, j'insiste, ça vaut vraiment la peine. On peut écrire à Pierre Paquin. Il a vieilli un peu, mais on est plus avancé avec ça que la très, très vaste majorité des pays du monde qui Mhm. n'ont pas de guide d'identification des araignées. C'est un précurseur, ce Pierre Paquin et des précurseurs avec Nadine. Je, je me demande si l'Angleterre a maintenant un guide des araignées de l'Angleterre, mais j'en suis pas sûr. On avait de la documentation à gauche et à droite, des petites choses, des petites feuilles ici et là. Ça fait un tout un peu barbare, là. Mais là, on ramasse, et pour revenir à ce que Flavie disait, les méthodes, les méthodes pour échantillonner. Alors, tiens, j'ai une petite image ici. Ici, on peut mettre un piège fausse. On rentre un petit pot sous mettons que c'est une pelouse, sous la pelouse, dans un petit coin. On met 4 cailloux, une petite planche dessus, puis juste assez d'espace pour que un insecte ou une araignée puisse passer. Et dans le fond, on met soit de l'éthanol ou de l'alcool.
Ça peut même être de l'eau, mais il faut y aller plus souvent pour pas que les araignées pourrissent. Éthylène Alors, glycol. comment? Éthylène glycol. Éthylène glycol. La vitre de machine. Oui, 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 du lave-vitre. Mais c'est pas celui qui est coloré, là, hein, l'autre. Non, c'est ça. L'incolore. Bon, alors ça, c'est un bon moyen d'échantillonner. Et puis, ça reste là, hein. On peut y retourner 4 ou 5 jours plus tard, voir ce qui s'est trouvé là-dedans. Et on va ramasser des espèces là-dedans qu'on ne ramasserait pas ailleurs. Ça, c'est une spécialité de Pierre Paquin, un genre de filet dans lequel on met des feuilles. Alors ça, c'est du tamisage. On met des feuilles, et puis là, il brasse ça, et puis les débris restent à la surface, puis les plus petits débris, avec les araignées qui se sont laissées choir dans le fond, vont se retrouver là. Et là, si vous avez un petit, tiens, comme ça, par exemple, ben, en tout cas, quand on ouvre ça, les araignées vont se ramasser là. Alors, c'est un autre moyen d'échantillonner. Ensuite, ben moi, je fais pas ça, hein. Moi, j'ai comme, je vous l'ai pas, je la montrerai pas, mais j'ai quelque chose qui ressemble à de la broche, la petite broche à poule, là. C'est en plastique et Un peu comme du petit moustiquaire. j'ai attaché Non. ça autour, comme ça, là, j'ai attaché ça autour d'une petite courroie qu'on trouve n'importe où, là, une petite courroie. Alors, je mets des feuilles là-dessus, puis je brasse ça au-dessus d'un ancien un rideau de douche transparent. Fait que là, je vois tout tomber, sauf les grosses feuilles qui restent dans ma petite broche à poule, à peu près un quart de pouce par un quart de pouce. Puis ça tombe là, puis là, avec des pincettes, j'ai des pincettes, puis là, c'est le fun, c'est une vraie petite chasse, là. C'est bien agréable. On regarde ça tomber, puis ensuite, oh, celle-là se sauve, il y a des petits débris qui restent. À un moment donné, il y a une tétragnate qui s'en va d'un côté, on l'attrape, on la met dans l'alcool. Faut toujours avoir quelque chose, par exemple, comme ça, là, pour les mettre avec un peu d'alcool dedans, là. Genre, pour quelqu'un qui commence un peu de l'alcool comme ça, là, ça fait. Avec peut-être un petit peu parce que là, il faut les mettre quelque part, hein, quand on les capture, là. Alors, j'en mets un peu là-dedans avec un petit peu de vinaigre. Puis ça ramollit les fourmis. Alors, ça permet de les manipuler plus facilement. Alors, ici, on a une autre manière de faire travailler l'échantillonnage. Là, chez Pierre Paquin, il y en a plusieurs. Il met ça dans sa cave. Moi, j'aurais pas le. Il y a un grand garage en dessous d'ici, là, mais je ne me vois pas attacher ça quelque part dans le garage, là. Puis les araignées ont tendance, à partir des feuilles, il met des feuilles là-dedans, et là, il y a un petit filtre, il se met un filtre, et les araignées, il met une lumière en haut, les araignées vont avoir tendance à descendre dans le bocal en bas, et là, il y a de l'alcool. Alors, il laisse ça là, ça travaille tout seul pendant des jours et des jours. Il retourne après ça voir s'il y a des araignées là-dedans. Assez souvent, les spécimens qu'on ne retrouve pas n'importe comment, c'est pas des choses qu'on trouve comme ça à la vue, là. Tu sais, la chasse à vue, ça se fait, là. On fait ça chez nous. Je regarde celle qui est à droite, tu sais, je n'ai pas son nom. Il y a une fenêtre et la Yolène? fenêtre est ouverte. Hélène? Yolène. Ah, Yolène. Alors, Yolène, elle a un beau site, la fenêtre est ouverte, il y a un pot, il y a des plantes. Je gagerais un gros 25 sous qu'il y a souvent des araignées qui montent là-dedans, même un 30 sous. Euh, J'ai un vivarium continuel pour les araignées ah oui, parce que ça, c'est les asclépiades pour les papillons monarques.
Alors, Oui, j'ai des incarnateurs, j'ai aussi des tropicales parce que je m'occupe beaucoup des papillons monarques. Puis ça, c'est mon endroit. C'est comme ça l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Puis toutes petites araignées, je les récupère, je les observe. J'ai des petits vivariums. Il y en a que je fais vivre tout l'hiver. ah Donc, ouais. je m'amuse. Je m'amuse. Je ne suis pas experte comme vous, là, mais je m'amuse à essayer je les prends en photo macro, puis Oui, j'essaie de les identifier du mieux que je peux. Mais c'est vrai que j'ai de la terre. Il y a toujours des araignées ici, tout le temps, tout le temps. alors c'est La fenêtre invitant est chez ouverte, là, vous. elle est fermée présentement, mais elle est ouverte. Puis oui, il y a tout le temps des araignées, même l'hiver. Ça me rappelle beaucoup là où j'ai commencé. J'avais un ami comme ça qui avait capturé. Bon, on était ensemble, c'est lui, le chevreuil. Là, il allait partout, partout, partout. Il grimpait, il descendait. Je suis sorti de là après quelques jours avec 750 spécimens. Et je me suis installé dans un chalet qui me rappelle cette installation-là. J'avais une table qui était dans ce sens-là. Le matin, le soleil entrait, ça me faisait de la lumière dans mon petit stéréoscope. Et l'après-midi, c'était le soleil arrivait de l'autre côté et ça me faisait beaucoup de lumière aussi. Je mettais un genre de petite. euh, oui, tu sais, je vais vous le montrer juste pour avoir de la lumière parce que ça me prenait énormément de lumière. Je mettais de l'eau. Je mettais de l'eau là-dedans. Ça donne un effet de loupe. Et avec le soleil et l'eau là-dedans, ça me faisait un petit rayon comme une loupe. Et là, ça me permettait d'aller vraiment là, voir l'épigène ou les pédipalpes. Alors, la lumière, c'est crucial, absolument. Alors bon, disons que c'est une parenthèse, mais ça me rappelle cette installation-là. Il y a beaucoup de lumière. En passant, pour échantillonner, on peut aussi utiliser quelque chose qui ressemble à, on appelle ça un aspirateur buccal. Le mien, j'en ai un, il n'est pas tout à fait comme ça. Il y a plusieurs modèles, puis je m'en sers, hein, je m'en sers là. L'aspirateur buccal, c'est ça. Alors ici, euh, dans cette partie-là ici, il y a un petit filtre. Il y a un tout petit filtre. Alors quand j'aspire une petite araignée qui est dans un coin, ou c'est ça, je ne ferai pas ça par terre dans la poussière, là, mais si j'ai réussi à fixer la petite araignée, elle est là, ça entre ici et l'araignée va rester là. Il n'est jamais sorti une araignée qui a pensé 2 minutes qu'elle pourrait retourner sur le tuyau qui est à l'intérieur puis sortir à partir de là. Mais ça reste pris là et ensuite je m'arrange pour mettre ça dans un bocal avec de l'alcool. Alors, la seule chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est le battage. Le battage, ben, avec un bâton, je les ai laissés en bas. Je ne pensais pas qu'on parlerait des méthodes d'échantillonnage, là, mais on peut trouver ça un petit peu partout avec un bâton et un petit filet. Ça peut être mon rideau de douche. Je fais ça souvent avec le rideau de douche. Et je mettais ça en dessous d'une branche d'épinette. Tu sais, dans le fond, les épinettes, souvent, il y a des branches qui pendent au sol ou presque au sol. Alors, je poussais ça sous les branches, puis là, quelques coups de bâton. Alors, ça peut être avec quelque chose qui ressemblerait à un cerf-volant, je dirais. Ça ressemble à ça un peu à un cerf-volant, un drap de battage, et puis on donne quelques coups, et puis, étonnamment, il tombe beaucoup d'araignées là-dedans. Alors, on met ça par terre, puis on ramasse les araignées, puis on recommence, on fait du battage ailleurs. Moi, j'avais l'habitude avec le rideau de douche, mais ça peut être n'importe quoi, un sac de plastique. Euh, Tant que la surface est blanche.
pour être capable de facilement repérer tous les petits insectes ou Oui, les araignées qui vont tomber sur le drap. idéalement, c'est ça. Mais le rideau de douche, je vais te dire pourquoi ça a été utile. Il y a des fois où je l'avais étendu sur le sable. Et les araignées que j'ai vues, c'est des araignées qui sortaient du sable et qui essayaient de se déplacer sur le sable, mais sous les rideaux. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, gadon? Alors, je soulevais un petit peu mon rideau d'eau. J'allais chercher les araignées qui vivaient cachées à faible distance dans les grains de sable. C'est fou, mais ça m'a donné cette occasion-là. C'est juste un drap, ben là, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous du drap, ça reste là. Mais tu as raison, tu as tout à fait raison. On voit mieux avec quelque chose de pâle. On peut aller chercher nos araignées comme ça. Mais là, Yolande, peut-être que, évidemment, toi, tu les gardes vivantes, mais là, pour les fins d'identification, ça vaut aussi pour la plupart des insectes, il faut avoir soit la larve en main, soit le papillon, euh, et bon, on le tue, mais, mais il y en a des milliards. Je sais plus qui avait fait comme ça l'hypothèse que dans une prairie anglaise, sur un arpent de prairie anglaise au mois d'août, tu peux compter quelque chose comme 100 000 araignées. Alors, si tu en prends une, ça ne sera pas trop mal. Et si tu passes la tondeuse, il faut dire que là, tu vas en tuer quelques dizaines de milliers. C'est quand même pas beaucoup, quelques dizaines, mais la tondeuse, tout le monde passe sa tondeuse. Alors, il ne faut pas trop se formaliser pour une ou deux araignées qu'on va arracher à la vie. Il ne faut pas trop se formaliser avec ça. Et quand ici, il y a un petit parc devant chez moi, et ça prend 2 jours pour tondre le gazon dans le parc qui est passé. Alors, je suis certain qu'il y a quelques dizaines, sinon quelques centaines de milliers d'araignées qui en meurent et des insectes aussi. Mais ça, on n'en parle pas. Ben ouais, là, hein, si on est très scrupuleux, on va se dire, bon, ben, on va arrêter, on ne tondra plus le gazon, on ne coupera plus les fleurs. Alors, en tout cas, il ne faut pas s'en faire. On peut prendre quelques araignées, une branche d'arbre ou deux, et faire une collection dans un même type d'arbre. Ça facilite. Tu dis, bon, je sais dans quel arbre je les ai pris, par battage, et quand on fait notre identification, après toute la liste, moi, ma liste, c'est Pierre Paquin qui m'avait standardisé ça avec Don Buckle, et Jean-Denis était au courant, il avait déjà vu comment quel genre, de quoi ça a l'air une liste des araignées depuis l'an 2000, là, et comment je garde l'œil là-dessus. Là. Bon, c'est à peu près. Puis il y a la chasse à vue. Comment on échantillonne? Ben, la chasse à vue, c'est la première chose qu'on fait dans une maison. Tu vas aller au-dessus de la porte, à droite, ou au-dessus de la petite fenêtre là, qui surplombe. Là. C'est à peu près certain. S'il y a un garage proche, on en a partout, partout. Il s'agit de garder l'œil ouvert. Et il y en a partout autour de nous. Il s'agit d'avoir du plaisir aussi. Moi, j'étais plus. J'ai du plaisir à les observer, euh, mais à les identifier, là, ça, il faut que je mette un nom dessus. Et j'ai des photos, des centaines et des centaines de photos, des pigeons même. Là. Il y a il y a les gants de boxe, là, que Jean-Denis mentionnait tout à l'heure, mais il y a aussi les pigeons. Là. Alors, là, si Claude n'a pas de guide, je l'invite très fortement. C'est pas facile, hein? Pas facile, il faut commencer par le commencement quand on veut identifier. On devient bon à la longue,
Et il y a pas 56 façons de devenir bon ou de devenir bonne, hein. Il y a aussi alors, c'est THE Nadeau, c'est Thérèse? C'est Thérèse, c'est ça? Oui, c'est moi. Bon. Alors Thérèse, vous, c'est quoi? Est-ce que vous les identifiez ou vous faites des photos? Ben, j'essaie de photographier, mais je peux vous dire qu'au départ, les araignées me faisaient très peur. Il y a longtemps de ça, dans les années 70. Puis maintenant, je les chasse. Je suis Ouais. très intéressée à les connaître. Je ne les connais pas beaucoup, mais vous vraiment, vous avez le don de nous communiquer la passion. Je vous trouve fascinant. Je trouve que vous êtes éloquent et vraiment, ça me donne le goût de poursuivre. Mais je vais vous dire, hein, quand vous aurez, je vous remercie pour tout ça, je n'en mérite pas tant. J'ai pas de problème avec l'alcool. Non, mais 40%, ça va faire. non, Et, non, mais je suis sincère, là, vraiment. C'est vraiment, super de vous écouter. je suis bien Voilà. content. Et je peux vous dire que quand vous aurez identifié votre première araignée, vous allez être fiers. C'est pas nécessaire d'en avoir identifié des milliers, mais quand on en a une et qu'on a la curiosité, moi j'ai eu l'étincelle, là, Ouais. mais je suis resté curieux. Et des fois, j'ai des longues périodes pendant lesquelles je ne touche pas à mon ordinateur ou avec mon stéréoscope. Euh, mais quand je m'y mets, là, j'aime ça et j'en mange. Et puis là, il faut que je mette un nom là-dessus. Et je suis mordu et je lâche pas prise trop vite. J'ai encore des araignées non identifiées. Et je dirais que le sommet, le plaisir, c'est de trouver une araignée nouvelle au Québec, Mhm, nouvelle au Canada, mhm, nouvelle pour l'Amérique du Nord, ou mhm. une araignée qui est non décrite. Ça m'est arrivé pas plus tard que quelques années. Elle est encore non décrite d'ailleurs. Une araignée comment est-ce qu'il s'appelle? Un biologiste du parc de la Yamaska euh, il avait ramassé Mochon, tu oui, parles pas de Alain Mochon? Mochon. Alain Mochon. Ouais, en passant, Ça là, va pendant de ça, là, Alain Mochon, ceux qui ont le naturaliste canadien, Mochon vient publier avec Savard l'inventaire entomophone du parc du Bic pour les odonates. Est-ce que c'est l'inventaire de Des l'entomophone? libellules, toutes les odonates du parc du Bic. OK. Parce Et que la lui, NSA, c'est odonates, là, vous le dites 100%. il m'avait, bon, c'est intéressant, il est très actif. Il m'avait apporté ces spécimens de l'île d'Anticosti. Et étonnamment, il avait peut-être demandé à Pierre Paquin. Pierre n'avait pas le temps. Et Pierre a fini par lui dire, ben, va donc demander à Claude Simard, là. Et il m'a donné quelque chose comme ça, 700 à 800 spécimens. Lui, il avait fait du battage un peu, je pense, surtout du battage, peut-être un peu de fauchage, je n'en ai pas parlé, mais avec un filet, on fait du fauchage aussi. Pas juste passer comme une brosse le petit filet au-dessus du gazon ou de l'herbe. Puis même des fois, on y va avec un petit coup de battage, mais avec un filet. Alors, il y a des combinaisons possibles, hein. C'est pas toujours, on n'a pas toujours besoin d'être tout à fait orthodoxe là-dedans, là, de suivre la Bible. Et, mais dans ces spécimens, ces 700 à 800 spécimens, j'ai fait un premier tri. Il y avait des jeunes, il y en avait qui n'étaient pas adultes. Alors, une fois le tri effectué, parce que quand l'abdomen, disons, c'est une femelle, quand l'abdomen n'est pas
durci, il n'est pas sclérifié, il n'y a pas d'apophyse. S'il est rond, un peu rond comme ça, sans rien qui dépasse, disons, ben, ça veut dire que c'est un jeune ou une jeune. Et là, on ne peut pas vraiment l'identifier habituellement, sauf exception. Même chose pour un mâle. Si on s'aperçoit que l'intérieur, à l'intérieur, il n'y a pas d'apophyse qui se dégage. Alors, l'extérieur, euh, quand c'est un adulte, on va voir ceci, on va voir des choses comme ça qui dépassent. Il faudrait que. Oups, tiens, sur cette page-là, sur l'autre, il y a des choses qui dépassent. On appelle ça des apophyses médianes, à la base de Tegulum, il y a toutes sortes de noms, mais c'est à partir de ça qu'on identifie. Puis il faut que ça soit bien positionné, il faut être vraiment maniaque. Il faut que ça soit bien positionné. Si c'est un petit peu croche, Nadine, elle a fait des beaux dessins, mais si c'est pas équilibré comme ça devrait être, on va l'avoir juste un petit peu trop croche et puis là, on va chercher longtemps. Mais si c'est très équilibré et qu'on voit des apophyses, c'est fou, c'est disposé n'importe comment, ça peut avoir l'air de toutes sortes d'arrangements, là, comme on peut difficilement imaginer plus fou que ça. Et il y en a sur tout le guide, et des fois, c'est tellement petit, c'est minuscule, des fois, c'est un petit peu plus gros. Mais même chez les gros spécimens, il y a des fois où on a des défis énormes. Par exemple, les aranéidés, chez les mâles, ça se ressemble, mais ça se ressemble. Les Larynioides, Patagiatus, Clopetarius, Cornutus, Saevus, Araneus saevus, Araneus diadematus. Quand on arrive chez les mâles, Araneus, c'est un casse-tête. On se demande un peu par où prendre ça, comment. Mais il y a des livres. Il n'y a pas juste le guide. Le guide, il est indispensable, mais on peut en avoir d'autres. Je vais vous en montrer un, même deux que j'ai ici. On n'est jamais trop documenté. Puis là-dedans, il y a, par exemple, une collection qui s'appelait The Insects and Arachnids of Canada. Ça, c'est une édition plus récente du même bouquin. Il n'y a pas vraiment de changement. Et c'est disponible en PDF. Si vous allez Insects and Arachnids of Canada, ça c'est le livre 23. Il y a d'autres livres qui portent sur les insectes. Et il y en a 5 ou 6 qui portent sur les araignées. Le numéro 6. Mon Dieu, les numéros. C'est marqué dans la page couverture en dedans, à un moment donné, où elle fait. Ah oui. Il y a une liste. Alors, et celles-là, elles sont disponibles gratuitement en PDF et on peut les télécharger. Le numéro 6, c'était Part 6, The Mosquitoes of Canada. Ok, ben, attends un petit peu. Dans ce coin-là, là, regardons pour voir, le 9 et 10. Là. Dans ce Alors, coin-là. dans ce coin-là, de toute façon, ça, c'était mettons, le tome 23. J'en ai un autre ici. Là-dedans, il y a déjà 4 familles. Et il y a des choses qui dépassent le Québec. Il y a des choses qui sont présentes dans le nord des États-Unis. Il y a des cartes, il y a des dessins supplémentaires, une apophyse médiane, entre autres, grossie. J'ai trouvé ma réponse aux Araneus mâles là-dedans, plus que dans le guide. J'ai une question pour toi, Claude. Oui. Quand tu parles d'apophyse, là, est-ce que c'est comme les petites, je vais appeler ça des spirales, c'est sûr que c'est pas le bon terme, je le sais, mais c'est-tu comme les petites... Excroissance. Ouais, Qui c'est dépasse le fond. c'est au bout des pédipalpes? C'est à l'intérieur du bulbe.
C'est ça, à l'intérieur de l'extrémité, il faut disséquer, puis c'est là qu'on voit les petits Alors, arrangements. quand on dissèque un pédipalpe, le gant de boxe, devant les yeux, on le coupe là, disons, et on l'installe sur, moi je prends un petit bouchon, là, souvent je prends un petit bouchon comme ça, là. C'est comme ça, là, ça m'a été donné par Jean-Denis. Est-ce que tu Euh, peux le monter? On le voit pas très bien. Dans... OK, À attends un peu, gauche. faut que je trouve la L'autre gauche. caméra. Oui, Ouais, c'est ça. devant la caméra. Ouais, ouais, parfait. Alors, C'est c'est bon. ça. Et le bouchon qui va dessus, bon, celui-là, il doit prendre l'eau un peu. Mais je mets le pédipalpe dedans. Et quand on met un pédipalpe là, dedans, souvent l'alcool va s'évaporer vite. Et puis, avec de l'eau, des fois, le pédipalpe, il va tenir mieux. Mais des fois, il est tout croche, il y a des poils en dessous du bulbe. Et là, il va rester croche. Alors, il y a une façon de le positionner avec une goutte. Une goutte. Ça, je me suis dit, tiens, je vais en profiter si je peux la montrer. Dans un petit bouchon comme celui-là, tiens, je reprends le même, il y a souvent un petit creux. Il n'est pas plat, complètement plat sur le dessus. Il y a comme un petit creux juste au centre. C'est minuscule, là. On le voit Et bien, puis, oui. ben, vous allez être surpris, mais je m'en sers souvent du petit creux parce que ça fait un petit appui et avec une goutte de lubrifiant, ça c'est Nadine qui m'avait donné le truc, elle me dit, prends donc un lubrifiant. Je suis allé à la pharmacie, j'ai demandé un lubrifiant et water-based, il y en a un autre qui est à base de gel. Alors, une demi-goutte, j'en avais pour 3 réincarnations avec ça, là. Alors, on n'utilise pas ça souvent, mais regarde, je donnais ça en véritable dans 50 ans. Ils vont encore l'avoir. On met une demi-goutte là, et puis le pédipalpe, il tient comme sur un petit gel. Et là, avec des petites aiguilles, une petite aiguille de rien, on va le positionner avec ça, là, une petite aiguille, ou même beaucoup plus petit que ça. Moi, je me sers souvent je vais vous montrer comme ça. C'est un peu Il s'enlève un cheveu, puis il fait ça avec un cheveu. J'ai pas compris, là. comment, ouais, oh. Ah oui, tiens, j'ai trouvé mon vrai bouchon là, que je voulais vous montrer, là. Ah oui, là, on voit très bien, là. Là, on voit mieux la petite cavité. Elle n'est pas complète. Alors, il y a une petite cavité. Je mets une demi-goutte là-dedans. C'est sûr que là, j'ai coupé le pédipalpe. C'est pas gros comme ça, hein. C'est tellement petit. Et là, je positionne avec, avec ça ici, là, une petite seringue. Et je m'en sers aussi pour les petits spécimens. Vous ne croirez pas, je m'en sers comme scalpel. Une seringue, quand on la regarde au microscope, il y a un petit bout, il y a un bout qui ressemble au bout des chélicères chez les araignées. Il y a un petit trou, et puis il y a un petit tremplin qui descend en douceur. Alors, il faut regarder ça avec le microscope, il ne faut pas trop trembler. Et on peut aller soit gratter les poils quand il y en a beaucoup, ou aller disséquer l'épigène et tourner l'épigène de bord. Juste pour continuer, les techniques d'échantillonnage. Il y a certaines techniques que Claude a présentées qui sont un peu compliquées, qui nécessitent un petit montage. Les tamis, c'est comme Claude a dit, c'était des petites techniques que Pierre Paquin a élaborées lui-même avec son matériel, tout ça. Donc, on ne s'attend pas à ce que tout le monde fabrique son propre matériel d'échantillonnage d'araignée. Ça peut être assez complexe. Donc, en gros, les techniques, nous,
je vais plus vous encourager à utiliser, c'est de un, le filet fauchoir ou juste votre filet entomologique. Vous faites vous suivez une ligne, vous pouvez vous faire des petits transects proches de chez vous, sélectionnez des sites que vous passez sur ces mêmes sites-là quelques fois pendant la semaine ou pendant tout l'été, à la fréquence que vous voulez. Mais idéalement, vous pouvez sélectionner peut-être 3 sites puis tout le temps échantillonner les mêmes. Et juste donner des coups de filet de gauche à droite comme ça, au sol quand vous voyez de la végétation, juste comme ça, vous pouvez avoir vraiment plein d'espèces d'araignées différentes. Deuxièmement, il y a le filet battoir. Donc ça, là, vous pouvez prendre une branche que vous trouvez à terre puis donner des coups sur les branches d'arbres que vous voyez avec soit votre filet, votre rideau de douche ou un drap blanc ou un filet tout court en dessous pour collecter les araignées qui tombent. Donc, c'est pas juste des araignées qui vont tomber, mais c'est vraiment une technique pour les arthropodes ou les insectes qui volent pas. Donc, c'est parfait pour les araignées parce qu'ils tombent puis après, ben, ils vont pas s'envoler. Donc, vous pouvez toutes les collecter puis les garder dans votre filet. Donc, même chose que pour le filet entomologique, vous suivez vos petits transects, vous donnez des coups puis vous regardez ce que vous avez dans votre filet. Et dernièrement, ben, ça va être le piège fausse parce que le filet le filet battoir et le filet entomologique, c'est pour les espèces qui vont se tenir un petit peu plus haut. Alors que le piège fausse, c'est pour les espèces de sol. Puis c'est pas pour rien que Pierre Paquin, il y a beaucoup de ces pièges qui fonctionnent avec des techniques de tamisage. C'est parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui se retrouvent dans la litière du sol. Donc, on veut, pour les pièges fausses, juste un petit résumé pour revenir là-dessus. On peut creuser, on prend une petite pelle de jardinage, on creuse un trou, ça peut être un petit cup en plastique de chez Dollarama, ça peut être n'importe quel contenant. Un bocal à yogourt, là. Ouais, n'importe quel plat en plastique que vous avez, là, on creuse, on met le petit plat à l'intérieur. Ce qui est super important, c'est que le haut du contenant arrive à la surface du sol, parce que si le plat dépasse du sol, les araignées, ils vont pas monter pour aller tomber dans le piège, ils vont contourner le plat. Donc, on veut vraiment que ce soit au niveau. Puis pour pas que, exemple, ça dépend de la météo, mais s'il annonce de la pluie, c'est d'où l'importance de mettre les petites roches puis un petit toit. C'est pas obligé d'être, ça peut être une planche de bois, ça peut être un bout d'écorce que vous avez trouvé à côté, ça peut être n'importe quoi, quelque chose pour couvrir votre piège pour pas qu'il mouille puis que votre petit contenant se remplisse puis que vous perdiez tous vos spécimens. Donc, c'est ça. Donc, sinon, c'est mettre de l'alcool dedans. Vous pouvez mettre des petits appâts, des fruits, de l'alcool, tout ça pour attirer différents spécimens. Et c'est ça. Les pièges fausses, faut pas les laisser trop longtemps. Vous pouvez aller les voir chaque jour, sinon, en dedans de 24 heures, 72 heures, c'est mieux d'aller les regarder pour pas que ça pourrisse à l'intérieur. Donc, c'est pas mal ça pour les techniques. Pour les autres essais, ce qu'on avait fait, c'était présenter un PowerPoint avec une liste d'espèces qui étaient vulnérables ou menacées. Mais pour les araignées, ben, malheureusement, on n'a pas beaucoup de statuts de conservation. On n'a pas beaucoup d'informations sur les espèces. Déjà qu'il y a encore aujourd'hui, il y a plein d'espèces que c'est des nouvelles mentions, puis première arrivée au Canada ou au Québec. Donc, on manque tellement d'informations que j'ai même pas pu élaborer un PowerPoint avec des listes d'espèces menacées. On ne sait pas lesquelles sont vraiment en danger. Donc, j'ai simplement préparé un PowerPoint avec une liste que Claude m'a envoyée. Donc, c'est des espèces qui sont soit rares, soit hyper communes ou des premières mentions. Donc, je vais le laisser vous parler plus longuement de ces espèces-là. Je vais les présenter, puis tu pourras enchaîner, puis parler des autres, élaborer un peu plus sur chacune des espèces. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, les objectifs. En gros, on vous a parlé des techniques parce que le but des séances essaims, c'est de vous expliquer comment aller recenser les araignées. Donc là, comme Claude a expliqué depuis le début de la séance, c'est très compliqué d'identifier les araignées à l'espèce. On ne s'attend pas à ce que vous soyez capable d'identifier toutes les espèces que vous allez collecter. Déjà, vous êtes chanceux, ben, il y a Claude, Marc puis Thérèse. Si vous collectez des araignées, n'hésitez pas à les amener à la collection. On a les binos, on a les outils, on a même le guide qui est l'indispensable pour l'identification des araignées au Québec. On a tout le matériel nécessaire. Donc, si vous en avez, apportez-le, puis on va pouvoir essayer de faire notre possible pour essayer de les identifier au labo. Mais sinon, on va vous présenter certaines espèces qui sont à cibler, plus particulièrement pendant l'été, parce que c'est juste trop vous demander d'essayer de toutes les identifier. Donc, on va se concentrer sur certaines espèces. Donc, la première, Pyracanthium mildeyi. Donc, il y a 217 observations et naturalistes de cette espèce-là au Québec. C'est une espèce introduite qui mesure entre 6 et 10 mm et c'est une espèce qui est aussi assez commune dans nos habitations. Donc, toutes les espèces
introduites ou celles qu'on retrouve dans nos maisons, on peut les retrouver à l'année parce que justement, ben, ils se tiennent au chaud dans nos habitations. Oui, et la Caracanthus mildeyi, il y a seulement, je dis il y a vraiment seulement, il y a très, 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 très peu d'observations mentionnées. C'est 217 observations de Haie Naturaliste, mais ça aurait pu être 10 000 observations si les gens savaient ce que c'est. Et la particularité de ces araignées-là qui viennent d'Europe, Caracantium, j'ai ramassé 2 mâles et 2 femelles adultes seulement depuis 25 ans. Là. J'en ai eu tous les ans au moins 1 ou 2 par mois. Il y a un corridor ici, là. Je vis en condo. Alors, j'en vois des fois là, qui sont dans leur petite maison de soie entre le plafond et le mur. Quand on voit quelque chose qui est de la forme d'un jujube, là, un petit jujube ou un petit ballon de football, mais c'est en soie, puis il y a une petite araignée à l'intérieur. Il y a ça, là, c'est pas tout petit, c'est moyen, disons, comme araignée. Il y en a dans toutes les maisons. Je suis allé, euh, mais c'est assez rare, en tout cas moi je trouve, c'est assez rare qu'on trouve un mâle adulte ou une femelle adulte. C'est pas arrivé souvent. Donc, c'est Et des immatures qu'on trouve souvent. c'est les immatures et chose agréable, une fois qu'on voit l'épigène, si on a un petit microscope, l'épigène de ça, euh, c'est autrefois c'était dans les clubiones, ce n'est plus dans les clubiones. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est facile à identifier. À partir de l'épigène, on dit que c'est difficile, mais je vais vous montrer l'épigène de ça. Un petit peu là. Ça a l'air de 2 bébés un en face de l'autre, je ne sais pas quoi là. Et on n'a même pas besoin de disséquer, on met un petit peu de, on appelle ça de l'acide lactique, je pense. On met un petit peu d'acide lactique, puis on voit l'image se ressortir de l'abdomen. Alors, l'image se montre comme ça. C'est pas difficile à identifier, ça. Mais encore faut-il avoir la chance de tomber sur une femelle adulte. Mais ça, c'en est un. C'est répandu comme ça se peut pas. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi répandus que ça. Même de visu comme ça, on voit l'aspect un peu jaune, verdâtre de temps en temps. Ça a l'air velouté. On voit les yeux comme ça, la barre. Ça fait un genre de petite courbe vers l'avant. C'est assez facile à identifier. On n'a pas beaucoup de chance de se tromper là, quand on voit ça. Parfait. Puis aussi, Claude, c'est ça, n'hésite pas à le dire s'il y a certaines espèces qui sont faciles à identifier à l'aide de photos. Parce qu'il y a beaucoup de participants aussi qui font juste de la photographie, qui veulent pas collecter les spécimens. Donc, on laisse vraiment la liberté aux participants de choisir qu'est-ce qu'ils préfèrent, c'est avec quoi ils sont les plus à l'aise. Donc, s'il y a des espèces qu'on peut facilement identifier, c'est vraiment important de le mentionner. Oui. Puis celle-là, c'en est une des espèces qu'on peut espérer identifier facilement. Puis tu parlais de ceux qui aiment faire de la photo. Je pense à Gilles Arbour, qui fait des photos extraordinaires. On peut télécharger Hutchinsonia gratuitement, et ne serait-ce que pour les photos d'araignées. Il fait des photos d'araignées vivantes. Lui, il n'est pas question de les tuer, c'est vivante. Et c'est dans un grand plat. Ça a l'air d'une porcelaine, mais ça a l'air moins lourd qu'une porcelaine. C'est très, très, très glissant, ce plat-là. Et il met l'araignée, n'importe laquelle, là-dedans. Il y a des flashs de chaque
côté. Je sais que Pierre l'aidait beaucoup. Et ça prend presque 2 personnes. Et là, il prend des photos, il prend les meilleures. Ça sort de façon extraordinaire. C'est franchement beau, là. Ben justement, dans le PowerPoint, c'est juste des photos quasiment de Gilles Arbour que j'ai utilisées Ah parce qu'il nous a oui? donné la permission d'utiliser ces photos pour nos visuels, pour le site Internet et pour nos PowerPoints. Donc, ben, on peut voir ici déjà, là, c'est 2021 Gilles Arbour. C'est lui qui a pris ces photos-là. C'est lui. Bon. Puis, je vais même vous mettre dans le chat, c'est le lien pour son compte Flickr. Donc, il partage beaucoup de ses photographies sur son compte Flickr et il a séparé ça par album, donc soit par ordre d'insectes ou par année. Donc, je vous invite à aller regarder ça, c'est des super belles photographies. Alors moi, j'en ai plein de super belles, mais je ne sais pas encore comment vous les partagez. Alors, à un moment donné, je vais apprendre, là. Il faudra que quelqu'un me le montre comme il faut ou que Ben, on pourra ouais, s'appeler vous ou voyez. se faire un Zoom juste à deux pour que je pourrais te faire Ouais, une petite ouais, formation pour les prochaines séances, là, pour ça que va me tu puisses prendre partager. un peu d'éducation, là. C'est bon. J'ai des épigènes, puis des pédipales, et des araignées fusionnées, là, c'est autre chose, là. C'est vraiment un autre domaine. C'est rien pour dire oh mon Dieu, qu'elle est belle. Non, 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 c'est pas ça, là. Il y en a qui le sont, oui, mais c'est plus pour identifier. Donc maintenant, la prochaine espèce, Trachellas tranquillus. Donc, 68 observations naturalistes au Québec, qui va être surtout présente de juillet à novembre. Et elle a été découverte à Montréal en septembre 2018. Puis elle mesure entre 6 et 8 millimètres. Réalisez-vous, en 2018, il y a déjà 68 observations à Naturalist, alors que l'autre, ça fait peut-être 20 ans qu'on l'a, il y a seulement 218. Il devrait y avoir au moins multiplié par 1000 ce qu'on avait vu l'autre avant, là. Et celle-là, c'est tout nouveau, trouvé en 2018 là, à Montréal, c'est près des maisons. Et je vais vous donner un scoop. Étienne m'avait demandé d'identifier pour son guide des insectes, m'avait demandé d'identifier quelques araignées. Et puis pour celle-là, comme on va dire qu'on peut se tromper facilement, moi j'avais mis, elle avait l'abdomen, celle qui m'avait montré avait l'abdomen beaucoup plus blanc. Alors je lui ai dit, bon, c'est Dysdera crocata. Alors dans le livre, c'est un scoop, c'est une erreur, c'est à cause de moi. Dysdera crocata. Et Ludovic Leclerc qui regarde ça, il dit hey, c'est Trachelius. Ben ouais, ben, à l'époque où j'ai identifié ça, Trachelius n'était pas encore au Québec. Ah. Alors je me suis fié, il y en a juste une qui a l'air de ça. La seule qu'on a au Québec qui a l'air de ça, c'est Dysdera crocata. Le temps que le livre soit imprimé, il est arrivé Tranquillus. Alors, les sceptiques seront confondus. Maintenant, bon, une espèce super commune, encore une Dans le fois, livre c'est de Pierre, dans le livre d'Étienne, à page 540, 442, c'est Adisdera coccata, c'est pas le bon nom. Attends un petit peu. C'est 542? Ouais. Attends un peu que j'allais la voir. Ah non, 46, 46. 546. Alors, oui, effectivement. Alors, ça devrait être Trachelius, Tranquillus. Vous avez votre livre, vous pouvez déjà la corriger. Avec mon Je, père. je vous confirme Trachelius tranquillus. mon OK. erreur. Ah non, c'est pas grave, moi, t'as vu. Normalement, non, moi, à Québec, j'en ai jamais eu de Trachelius Tranquillus et pas plus de Dysdera crocata. J'ai jamais vu ça à Québec. Et j'en ai eu d'autres, là, d'autres affaires, mais ces deux-là, ni l'une ni l'autre, c'est pas encore rendu à Québec. Ça va monter probablement vers l'est. Et tout comme Argia aurantia, ça a monté, on a fini par en voir un peu plus fréquemment, mais pas encore, c'est pas encore commun. Ça prend quelques années, souvent avant de partir des environs de Montréal pour aller vers l'est et monter vers le nord.
Alors, c'en est une, ça c'est un exemple assez typique, là. OK. Je vais corriger mon livre. Elles sont belles, hein? Donc Alors, maintenant, oui, ben, les pères diadèmes, donc une espèce super commune. Il y en a qui l'appellent l'araignée des jardins. Donc, il y a 888 observations à un naturaliste. C'est une espèce qui est surtout présente de juin à novembre. Puis, ben, elle est super facile à distinguer là, de par son abdomen aussi. Elle est très poilue, puis elle a plein de des petits éperons, là, des petits pics sur les pattes. Donc, une apparence super caractéristique. il faut se méfier de celle-là. Normalement, on voit un diadème ou la fleur de lys, une fleur de lys. Et il y en a une couple qui ressemble beaucoup à celle-là. Je trouve que la fleur de lys n'est pas évidente, mais pas du tout. En tout cas, là, c'est un très poilu, Marmoreus. Ah, mais oui. elle n'est pas la seule à avoir cette air-là. Et je vois pas ce que habituellement j'utilise pour tout de suite là, l'identifier. C'est la fleur de lys. Hmm. Elle, je ne lui vois pas de fleur de lys. Vous voyez, comme des fois, là, on a des petits doutes sur celle-là. C'est pas moi. Regardez sur ce livre-là, dans ce livre-là, je vais vous montrer. Regardez en bas. Un peu, sais-tu bien celle-là? Oui. En bas ici. C'est beaucoup plus rempli. Il y a une fleur de lys ici. À partir de là, ça, c'est plus évident. Celle-là, là, je dis pas qu'elle lui ressemble pas, mais les diadèmes, là, il lui manque quelque chose à celle-là. Hmm. Alors, J'ai- iNaturalist, je vais vous dire, hein, quand je vois des belles photos sur iNaturalist, je me dis, virez-moi ça de bord, montrez-moi les pigeons. Pour les insectes, je suis d'accord, mais pour les araignées, j'ai des bémols, pour pas dire des dièses. Celle-là, là, il faudrait que je l'aie en main et que je la retourne sur elle-même. Alors, les pattes poilues, annelées comme ça, oui, ça passe encore, mais il y a d'autres espèces qui lui ressemblent beaucoup, beaucoup. Et les couleurs non plus, faut pas trop, on peut pas trop se fier aux couleurs. Et je vous dis, là, c'est peut-être pas, il y a peut-être plusieurs, beaucoup de ces observations-là sur iNaturalist qui seraient à vérifier. Pour les araignées, je suis intraitable. Il faut vérifier, sauf exception, là où, dans le cas du Néperdiadème, la fleur de lys est évidente. Et là, j'en ai des belles photos de Néperdiadème, mais je suis un peu, hein, je suis un peu sceptique. Ça peut être ça. Alors, prudence. Je suis en train de regarder sur le Flickr de Gilles Arpault, Aronis diadématus. Je pense qu'il y avait une bonne illustration, pas juste de l'épigène, mais dans Insects and Arachnids. Mais si c'est Gilles, que c'est Pierre Paquin qui l'a identifié, Ouais. ça passe. Ben, c'est ça, C'est c'est que sûr. j'ai tout pris les identifications de, ben, de Gilles, puis c'est Pierre qui identifie ses prises. Fait que c'est sûr que lui, il a pu la regarder, la revirer de bord, puis Oui, puis tout il la voit analyser. plus d'en avant. Mais c'est Ouais. juste pour C'est vous. peut-être la photo que j'ai sélectionnée aussi, là. Il prend tout le temps plusieurs photos du même spécimen, là. Elle est belle, en tout cas, il n'y a pas d'erreur. Mais pas dangereuse. Je peux faire un partage Ah ben d'écran oui, oui, oui. de ça ici.
Est-ce que celle-là, tu la vois plus? Oui, La fleur de lys, là? oui, On la voit bien, là, comme ça. ça, oui. Là, tu en as une belle. T'en as une belle, puis j'en vois une à gauche ici, là, Garden Spider. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, on va Ah, retourner au là, on la PowerPoint. voit Maintenant, c'est plus très clair. distinctement, un peu comme une fleur de lys ou un diadème, là. D'où son nom, Diadematus. Puis en plus, on voit les épaulettes. On voit les épaulettes. Sur celle-là, on les voit moins. Sur l'autre, on voyait plus les épaulettes aussi. Mais elle n'est pas toute seule à avoir des épaulettes, là, des protubérances, là, des. Les épaulettes, c'est où? Les épaulettes, c'est au bout de la barre blanche, là, de chaque côté des épaules, là. Tu regardes ce qui serait des épaulettes, là, un petit promontoire, une petite colline. Ouais, des petites pointes un petit peu. Regarde, va ici, là et là. Ici, on voit un peu ça. Regardez ici, de ce côté-là, ouais, au curseur, là. Puis de ce côté-là, ça fait, ça, c'est une adulte, c'est à peu près certain, là. Mais vous voyez la différence avec ce qu'on avait vu avant? Les Ouais, pattes ne sont pas aussi annelées, il y a beaucoup moins de contraste. ouais, ouais. Oui, épineuses, oui. OK. Donc, on va retourner au PowerPoint. Et vous Euh, savez que c'est l'araignée la plus étudiée. Dysdera crocata, tantôt je vous parlais de l'autre. Dysdera crocata par rapport à Trachelus, j'avais juste une photo de loin. Dysdera a souvent l'abdomen blanc, blanchâtre comme ça, des fois un peu plus foncé. Et elle a des chélicères, j'en reviens pas là. Sur iNaturalist, 880 observations, je n'ai jamais trouvé ça à Québec. Jamais. Et personne ne m'en a jamais rapporté une à Québec. Dysdera crocata n'a pas les chélicères qui se referment comme ça sur sa proie. Elle a les chélicères qui descendent comme ça, comme deux poignards. Et ça vient d'Europe, ça aussi. Présente toute l'année, bon, c'est une araignée plus ou moins de maison, présente 50 les chélicères représentent moins de, au plus que 50% de l'abdomen. Vous regardez un peu, c'est gros, hein? Et au lieu de se fermer comme ça se ferme comme ça. Un Des peu araignées dans les Migheloma. primitives, Dysdera crocata. J'aimerais en trouver une. J'en ai une seule dans ma collection et c'est un monsieur de la région de Montréal qui en avait donné une à Claude Chantal, qui était président de l'Association des entomologistes. Et c'est par Claude Chantal que j'en ai eu une. Et sinon, j'en aurais pas. Ben ici, justement, il y a une petite coquille, là, c'est que je faisais du copier-coller là, pour garder la même police dans le PowerPoint. Puis c'est pas 880 d'observations, ça c'est le 880 de l'hyperdiadème, c'est 39 observations. Donc, Ah là là ça là là. explique Oui, pourquoi tu oui, n'en as oui. pas trouvé à Québec, puis c'est aussi parce que toutes les observations sont à Montréal. Oui, on voit les Oui, points, il faut les compter, là. C'est ça, c'est pas 880. oui, oui. Puis les plus à l'est, il n'y a rien de plus à l'est. Quand il y a des gens actifs par là, on trouve des choses. Comme des gens actifs comme Gilles Arbour, Pierre Paquin, deux, trois autres, il n'y en a pas énormément, là. Mais vous allez faire des découvertes chez vous, vous allez contribuer à des découvertes, là. C'est à peu près certain. Ah, mon Dieu. Psilistes florens, ça a été une de mes difficultés. Regardez comme elle est jolie comme tout. C'est une petite lignifidée, une femelle, et elle a l'abdomen tellement noir poli, on dirait que c'est bleu presque. Des fois, ça a plus l'air bleu, ça dépend de la luminosité. Et regardez les yeux. Quand j'avais essayé de l'identifier, euh, elle, je l'avais identifiée sans trop de difficulté. Et il m'était arrivé, un mois ou deux plus tard, une petite aranéidée qui avait l'abdomen noir, qui avait de l'orangé sur
disons, la carapace. Euh, et la différence, j'ai fini par la faire avec une toute petite pygméa, Araneus pygméa, c'était pygméus, dont les yeux arrivaient tout près. Ici, c'est comme le front, là. Quand on part des yeux et qu'on descend un peu plus bas, ben, il y a un grand espace, oui. Il y a un grand espace qui fait partie du céphalothorax. Alors que chez l'autre, qui était sa jumelle, il y avait beaucoup de variabilité dans l'autre espèce, les yeux arrivaient jusqu'au bord ici en bas, là, en bas du front. Là, à partir des yeux, on ne devrait pas appeler ça du front, mais c'est comme un front, c'est ça. Cette partie-là, ça descendait jusque là où le front s'arrête. Et c'est comme ça que j'ai pu identifier Pygméus. J'ai travaillé là-dessus. Des fois, on dit, ah, alors à ceux qui veulent identifier des aranéus, les yeux sont la plupart du temps très, très près. Ipsocinga pygmea, la même grosseur que ça. Puis regardez, normalement, Ipsocinga pygmea, là, c'est ça. Ça n'a pas l'abdomen noir. Mais celle-là, elle avait l'abdomen noir, noir, noir. Comme Ipsilistes florens. Alors, on ne peut pas se fier à l'image, mais les yeux arrivaient là, en bas, presque à la limite, là. Oui, là où tu mets ton curseur, là, c'est bon, même un peu plus bas, là. Ça, c'est chez les aranéidés, les yeux arrivent très, très bas du céphalothorax, presque à la limite. 55 observations, c'est réaliste. On en trouve... c'est pas trop difficile à trouver, c'est beau, c'est joli comme tout. Ça ferait des belles photos, là. Et puisque c'est une petite espèce quand même, c'est dans quel type de piège? Est-ce que tu peux l'attraper au filet ou c'est plus piège fausse? Oui, même au filet, dans une petite prairie, là où il y a des feuilles. euh, c'est c'est pas trop caché, c'est pas dans la litière, là. OK. Les araignées de litière, c'est très caché, c'est au sol, mais ça peut être sur les feuilles assez facilement. Plus dans les arbustes bas, OK, parfait. surtout de mai à juillet, c'est tout à fait correct. Là, j'avais mis d'autres photos ici. On peut bien voir les petits gants de boxe. Oui, et là, tantôt, on avait la femelle, là, on a le mâle. Le mâle, j'en ai trouvé, pas par moi-même, c'est quelqu'un qui m'en a donné. J'avais jamais vu un mâle. J'avais vu seulement des femelles. Et euh, habituellement, dans le guide, quand il y a des têtes un peu, des têtes à claques comme ça, hein, absolument phénoménales, regardez-lui les yeux. Il y a des yeux en bas, il y a des yeux en haut de ce qui a l'air d'un petit ballon. Alors, c'est drôlement fait. Et puis, de chaque côté, c'est courbé, comparé à la femelle, qui, elle, a ses yeux sur le céphalothorax. Et il y a plusieurs ligniphiidés, il y en a un bon paquet, qui sont absolument phénoménales, comme celle-là, avec une boursouflure. Ça a l'air d'un gros bouton sur lequel il y a deux yeux. Ah, il y en a 6 en bas, puis 2 en haut. 4 paires d'yeux. Alors celle-là, là, elle est absolument hors norme. Et il y en a plusieurs dans cette famille-là. C'est toutes des petites araignées. Et le mâle, j'en avais pas vu un. J'ai pris ça pour une araignée de Chine. Parce que je me suis dit, je n'irai pas plus loin. Dans le guide, on n'a pas ça au Québec. Je suis allé voir en Europe d'autres espèces qui avaient cette allure-là.
Puis celle que j'ai trouvée le plus proche de l'exemplaire que j'avais, c'était une araignée de Chine. Mais Wow. après ça, quand je suis allé en Europe, j'ai vu qu'il y avait des, je sais pas si c'est des Psilistas florens. Et là, j'ai vu celle-là. J'avais demandé à Don Buckle, qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, non, non, c'est Psilistas florens, parce que chez vous, t'en as pas, c'est tout. Frustration quand tu nous tiens, hein? Découverte aussi. La découverte, là, je me suis dit, ah bon, ah bon. Celle-là, avec les barres de course, on peut presque tout de suite l'identifier. 664 observations, il aurait pu y en avoir encore beaucoup plus que ça. Ah oui, c'est une espèce super commune. Et on voit aussi la forme, c'est une Thomicidée. Cette famille-là a une forme un peu rectangulaire d'abord et ensuite, regardez comme celle-là, là, arrondie et typiquement ce que j'appelle les barres de course, là, rose, rougeâtre. Et c'est une araignée qui change de couleur selon là où elle se pose. Elle peut changer de couleur pour avoir l'air. Dans ce cas-ci, c'est la fleur blanche qui lui ressemble. Le côté vert, non. Mais sur celle-là, en bas, à droite, on voit qu'elle se confond plus, pas complètement, mais elle se confond beaucoup plus avec les pétales qui sont jaunes. Alors là, elle s'oriente vers le jaune. Alors, c'est un petit côté caméléon. Et pour les mâles, je vais vous dire, il y a de la variété chez les mâles. C'est beau de voir le mâle qui se promène sur le dos de la femelle pour ne pas être trop loin quand elle va être disponible. Alors, il se promène sur le dos de la femelle, il reste collé là, puis elle n'est pas capable de s'en débarrasser ou elle l'endure. Alors, 664 observations, on voit qu'elle a été observée souvent et c'est pas. C'est joli comme tout. J'avais quelques belles photos aussi, mais celles-là là, sont vraiment bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle s'attaque, elle attend qu'un insecte vienne proche et c'est fulgurant. Ça peut être une abeille, et on ne sait pas trop pourquoi, mais dès que le venin pénètre quelque part, pouf, c'est fini. C'est comme la lycose dont je vous avais parlé au début. C'est fini. Il n'y a pas de souffrance. L'insecte est mort et enterré. Prêt à manger. C'est du prêt à manger. Puis regardez la grosseur souvent des proies. On a peine à croire que je ne sais pas si ça serait un bourdon, ici c'est un petit bourdon, je ne suis pas sûr, ou une On dirait bien une abeille. abeille. C'est une abeille, mais une abeille quand même, c'est fort, c'est costaud. Et on a peine à croire, et ça, c'est pas un exemple extrême. J'ai des exemples de salcidés qui s'étaient comme ça approprié une odonate, une libellule qui est 4 fois plus grosse qu'elle, puis qui n'a pas réagi, qui se fait piquer au bon endroit, et puis la mort est instantanée. C'est assez extraordinaire, là, la façon dont les proies sont capturées et dont le venin est extraordinairement actif et rapide. Il y en a d'autres pour lesquels non, c'est pas rapide du tout. Le venin, il pénètre, puis c'est à la longue, tranquillement, pas vite, l'araignée va s'éloigner, va laisser soit la fourmi ou l'insecte tourner sur lui-même. Ça peut prendre du temps, mais dans ce cas-là, c'est immédiat. Tenebrosus, ouf, la plus grande araignée du Québec, 15 cm d'une patte à l'autre, jusqu'à 15, ça c'est les plus grandes.
Mais ça se mesure habituellement à partir de la tête, là, des chélicères, aller jusqu'au bout de l'abdomen, hein. C'est comme ça qu'on mesure les araignées. Mais dans la main, là, ça irait d'un bout à l'autre. Mais c'est pas dangereux du tout. C'est très souple et très doux. Très, très doux. Puis c'est des espèces semi-aquatiques, hein. On peut les trouver autant dans des milieux secs, mais il y en a qui sont proches Oui, de certains cours d'eau, hein. ça court sur l'eau. Ça court sur l'eau. D'où la largeur des pattes aussi, ça aide à répartir le poids. Ça aide à répartir le poids et je pense qu'il y a les poils eux-mêmes Les poils résistent. hydrophobes. Ouais. Ça se contente de la Dans les petite punaises pression d'eau. moléculaire de surface qu'il y a sur Mhm. l'eau et ça leur suffit pour courir sur l'eau. C'est une araignée qui s'élève facilement en terrarium en passant. Oui, oui, Ah. un vivarium. euh, c'est la première que j'ai eue. Ça m'a été donné, puis là, j'ai été m'acheter un petit microscope comme celui que vous avez vu. La première que j'ai eue, puis je ne savais pas comment la paralyser. J'ai utilisé un poison, je l'ai mis là devant moi, puis tout à coup, elle n'était plus là. Alors là, j'ai eu peur. Je me suis dit, oups, où est-ce qu'elle est rendue? Alors, j'avais aucune idée. Elle n'était pas rendue trop loin, mais je l'avais perdue de vue. Ah, quand c'était long comme ça, là. Quand on a perdu de vue, on se dit, oups, c'est sur moi, en dessous de la chaise. Où est-ce que c'est rendu? Ça réveille un bonhomme, hein? Et elle n'était pas loin. Puis là, je suis, oups, là, je vais m'acheter une chambre terrifiante, un pot avec ce qu'il faut dedans, là, avec le bon poison, là. Puis, oui, j'ai pas refait mon erreur, mais j'étais fasciné par ces grandes araignées-là. 446 observations, Seigneur. Maintenant, la prochaine? Ouais. Ça aussi, c'est variable, hein? Là, on voit l'abdomen presque rubis. Ça peut être des barres, ça peut être des 165 observations. Elle est probablement infiniment plus Abondante. nombreuse que Tenebrosus qu'on venait d'avoir. On venait de voir Tenebrosus, là. Écoutez, alors que ça, c'est tellement plus commun. Tellement plus commun. Puis il y a juste 165 observations. Ben, c'est que comme ce qu'on disait à la séance des Lucioles hier soir, c'est que les observations iNaturalist reflètent pas forcément l'abondance des espèces parce qu'il y a certaines qui sont plus difficiles à identifier. Donc, celles que les gens sont capables d'identifier, ben, ils déposent des observations, alors que celles qu'on sait pas trop c'est quoi, ben, on les met pas. Donc, on a l'impression qu'ils sont moins abondantes, mais c'est Ouais. pas juste une question d'identification. Alors, par rapport au Dolomédès, en tout cas, là, il y a vraiment là, tout un fossé de par le nombre. Mais quand même, ça dit quelque chose. C'est fréquent. 3,5 à 7 mm. Ensuite, Steatoda bipunctata, probablement la plus fréquente dans les maisons. Ça, vous devriez avoir ça chez vous, près ou dans les habitations. 2 points sur l'abdomen. Ça, vous devriez avoir ça. J'en trouve à tous les mois. Et c'est plus facile à identifier aussi, là. On voit la barre ici, là, la ligne dans la partie antérieure de l'abdomen, là, cette ligne-là, plus que par les 2 points, je dirais, là. Bipunctata, bon. Mais cette grande ligne-là, puis la forme, regardez la forme de la tête. C'est rond, c'est large, c'est étendu, les yeux, il y a la disposition des yeux, ça donne une bonne idée des ptérididés. Et quand on n'est pas sûr d'une araignée, si on l'identifie, c'est une lignophiidée. Si on ne sait pas ce que c'est, on va aller voir dans les ptérididés. Moi, c'est ça que je fais, je vais voir dans les ptérididés. Si je ne la trouve pas dans les lignophiidés, je vais la trouver là, dans les ptérididés. Steatoda bipunctata. C'est un bon début pour... mon Dieu, Arjope.
Argiope fasciata. La femelle est longue et d'ailleurs, sur l'image à droite, là, on voit Argia orantia. Sur mon image, je sais pas si tout le monde la voit, Argia orantia aussi. Oui, À celle à droite, droite, c'était sur pour l'exemple. c'était Oui, surtout pour montrer pas forcément l'araignée parce qu'on les voit, la femelle et le mâle à gauche, mais je voulais montrer les toiles, les les petits zigzags qu'elles font oui. sur les toiles, les caractéristiques, là. Bon, Là. ces caractéristiques, on ne sait pas trop encore exactement à quoi sert. euh, Mon Dieu, c'est à quoi le nom de ça? Stabilimentrum. Stabilimentum, c'est ça, Mais il y a plusieurs stabilimentum. références que j'ai envoyées l'an passé à Flavie, là, avec des liens pour démontrer en ultraviolet. C'est visible en ultraviolet pour beaucoup Voilà. d'insectes voient ça en ultraviolet, mais ils pensaient que c'est une fleur, mais l'araignée, elle sait que c'est pas une fleur. Elle attend au centre. Et Il y a plein de travaux là-dessus. la femelle et le mâle sont très, très différents en termes de taille. Regardez ici, juste chez Trifasciata, le mâle va de 4 à 7 millimètres, la femelle de 10 à 21 millimètres. On est déjà rendu à 2 centimètres et quelques, juste de l'abdomen aller jusque-là, à la tête, là. Et c'est déjà une grosse différence, là. C'est 3 fois la longueur des grands mâles, là. C'est Alors, ça. le mâle, il attend son tour, hein? Sur les photos, c'est ça, ça donne l'impression qu'ils sont de la même taille, mais c'est ça, chez cette Oui, espèce-là, il y a un très gros dimorphisme. très différent. Puis c'est encore plus marqué chez Argia OK. porantia. Euh, c'est marqué aussi chez ce qu'on avait tantôt, là, Araneus diadematus. Le mâle est petit et très, très timide. Il s'approche sur le bout des doigts là, de la femelle. Puis dès qu'elle bouge un peu, ouf, il se sauve. J'ai déjà observé le manège. Alors, 134 observations. Patagiatus, j'ai remarqué chez elle, regardez la partie pâle, les deux parties pâles, un peu au milieu de l'abdomen, il y a toujours ça chez Patagiatus. C'est quelque chose comme ça, là. Ici, ouais. À part ça, il y a un triangle en avant qui est plus prononcé chez l'Arignoides clopetarius. Est-ce que c'est ça ici, le petit triangle? Le triangle, oui, le fer de OK. lance, un petit fer de lance ici. Mais ce qui vient pencher pour Patagiatus, c'est ça ici, les deux zones. Ça, je les ai remarquées. Il y a toujours quelque chose comme deux zones de chaque côté, de part et d'autre du milieu, pâle. Autrement, il peut y avoir chez Sclopetarius un fer de lance, mais ici, il n'y aura pas ces deux zones-là. Mais là, je vous dis ça sous toute réserve, là. C'est des grandes araignées, ça. Ça peut être pas mal grand, ces araignées-là. On voit ici, là, on n'a peut-être pas les dimensions, mais c'est des bonnes grosses bêtes. Non, j'avais pas les informations pour cette espèce-là. Et quand elles ne sont pas adultes, on peut avoir des guêpes parasites qui vont les retourner de bord. Voyons donc, la guêpe, l'araignée aurait pu la piquer, la mordre. Puis non, la guêpe va promener ses antennes sur l'épigène. Puis si ce n'est pas une adulte, la guêpe va le savoir d'après ses antennes. Puis j'ai déjà vu comme ça avait l'air d'une lutte. Une lutte entre la guêpe et une petite lutte, mais l'araignée était tellement gourde, là, pataude, là, vraiment quelqu'un qui ne sait pas se battre. Et là, la guêpe, là, laissez aller. Là, puis là, j'ai vu l'araignée s'en aller. On aurait dit qu'elle avait reçu un coup de poing en pleine figure, puis qu'elle s'en allait, l'air étourdi, là. Mais elle n'est pas morte parce qu'elle n'était pas adulte. La preuve était faite par la guêpe. Non, c'est intéressant qu'ils s'attaquent juste aux adultes puis qu'ils ont développé une technique pour les identifier.
Là, je ne Ouais. savais pas. C'est très peu documenté encore. Les guêpes qui parasitent les araignées, c'est peu documenté. Il y a beaucoup de découvertes à faire. Si vous trouvez une guêpe avec une araignée, les ramasser toutes les deux, ça peut être quelque chose de nouveau. Cémentarium, c'est Lisifron Cémentarium, là, C'est qui fait l'ifron. qui fait des loges debout le long des maisons, là, à l'abri, là. Qui Bon, mais parasitent les araignées, là. Célifron ne va pas prendre les Petagiatus ni les Sclopetarius. Célifron prend d'autres araignées. Ouais, ouais, c'est Je ne ça. sais pas comment elle s'y prend. Il y a des araignées. J'ai déjà défait une poterie de Pélopémason, c'est l'Ifron cementarium. C'est une grande guêpe. Elle a les pattes qui traînent en arrière. Et puis, il y avait deux espèces seulement. Euh, il y avait seulement deux espèces, dont une que je n'ai pas eu souvent. C'est pas Mangora. Mon Dieu, elle est très assez commune, qui s'appelle. Attendez que je te trouve. Bon, tant pis. En tout cas, il y avait juste deux espèces. Neoscona arabesca. Bon, Neoscona arabesca. Et puis, une autre espèce en beaucoup moindre nombre dans toute une poterie, sur 54 araignées, il n'y avait pas une seule Patagiatus, le Nisclopetarius. Elles sont un petit peu trop grosses. Et la guêpe allait chercher juste celles qui font son affaire, puis dont les larves vont réussir probablement au bout de tant de jours à sortir. Mais aucune Patagiatus. Aucune. C'est d'autres espèces de guêpes qui vont aller sur Patagiatus, puis pas les toutes grosses, là, un petit peu plus petites. J'ai déjà fait un article avec Étienne Normandais là-dessus. Lui, il avait identifié la guêpe. Moi, j'avais identifié la Patagiatus et c'était pas Célifron cementarium, ni l'autre, là, Californicum. Là. C'est spécialisé, ça. C'est pas très documenté. C'est un autre domaine de découverte, là. Alors, le Philodromus cespitum, là, on est dans les philodromidés qui sont remarquables par leur vitesse. Alors, 4 observations seulement, très difficiles à identifier chez les jeunes. Autant dire, on oublie ça. Et il y a 4 observations. Alors, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Mais difficiles. Il faut avoir des adultes. Puis on dirait qu'avril à juillet, puis chez nous, avril, non. Comptez pas dessus. Puis jusqu'à juillet, c'est pas jusqu'au mois d'août, puis un petit peu en juillet, avril. C'est assez réduit comme OK. fenêtre de possibilités. C'est remarquable par là. Donc plus juin, août, juste pour que je le note. Avril, juillet, ça dépend où on se trouve. À Québec, non, c'est pas à partir d'avril, là. Certainement pas. À Montréal, peut-être? À Montréal, peut-être, oui. Dans OK, l'Estrie, c'est bon. peut-être, oui. Donc, ça va dépendre de la À région. quelques endroits, là, oui, oui, absolument. Pholcus, on en trouve un peu partout. Puis il y a même une nouvelle espèce de Pholcus qui vient d'être trouvée. C'est Pierre Paquin qui l'a trouvé. Pholcus, ça se trouve dans mon garage ici, dans le garage où les autos, il y a des autos qui passent, un grand garage. Et il y a des Pholcus toute l'année parce que ça ressemble à une caverne. À ne pas confondre avec des opilions. On confond souvent Pholcus avec les opilionidés qui ressemblent à des araignées, mais qui n'en sont pas. Alors, Pholcus, d'aucuns les appellent Daddy Longlegs. J'ai trouvé un mâle dehors dans un champ de gros gland
à l'Université Laval, proche de l'Université Laval. C'était à l'extérieur. J'ai pris des belles photos d'ailleurs de ce mâle-là, des pédipalpes. J'ai trouvé seulement une fois phalangioïdes à l'extérieur. Vous allez trouver ça à l'intérieur, dans un garage, un endroit sombre, dans une salle de bain. Dans un coin en haut de la salle de bain où il y a une douche. Puis, euh, c'est là qu'on les trouve. Ouais, Hein, c'est exactement ce que j'avais noté ici. Oui, oui. Hein. Puis les œufs. Oups. Oui, les œufs. Oh, ouais, ça c'est vraiment quelque chose. C'est une espèce, je pense que elle a été reconnue comme endémique au Québec, sauf erreur. Il y a peut-être eu une correction sur elle par rapport à l'endémique, mais la première mention de cette espèce-là en Amérique du Nord, je pense que c'était Mismena québecana. Et je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie dans Hutchinsonia numéro 2 pour Mismena québecana, mais je me souviens que c'était au moins à la première capture là, une espèce endémique au Québec. On s'attend pas à ce que vous trouviez cette espèce-là, mais je l'avais quand même mis dans le PowerPoint puisque je trouvais ça pertinent de la présenter. C'est Oui, quand même bien une espèce endémique au et Québec comme ça. minuscule, je me demande si ça fait, c'est peut-être pas 1 millimètre de longueur. Non, parce qu'on dirait qu'elle est sur une petite goutte, là. C'est-tu peut-être une petite goutte de lubrifiant, là? Parce qu'on dirait qu'elle Oui, flotte oui, vraiment par-dessus, là. Ça la ouais, maintient en place. oui, c'est probablement ça. Pour l'immobiliser, parce que ça a l'air d'un tout petit insecte. D'ailleurs, il me semble que Nadine m'avait dit, j'étais pas mal certaine que c'était un petit insecte et ça prend un maudit bon microscope pour trouver que c'était une araignée. Ils ont dû vraiment là, être tout ahuri de ça. Là. C'est quelque chose de phénoménal. Petite, c'est parmi les plus petites araignées jamais collectionnées. Là. Donc, je vais arrêter le partage ici. OK. Il faudra qu'on se revoie. Hein? Il faudra qu'on se revoie. Oui, ben c'est ça, là. Il va y avoir une deuxième séance pour le sein des araignées. Fin juillet ou début août, sinon, parce que ça va prendre du temps à refaire toutes les autres séances essaims. Là, il reste juste celle des coccinelles, puis celle la première du papillon monarque, puis après, on va avoir fait toutes les premières séances essaims. Mais Ah ça a oui. pris quand même plus qu'un mois pour Mais si un jamais vous mois trouvez environ toutes quelqu'un les qui faire. Donc, reste pas loin de chez vous, puis avec qui vous pouvez aller voir les araignées, puis aller en cueillir, trouvez quelqu'un qui reste pas trop loin de chez vous, même dans une ville voisine. Vous allez pouvoir vous réunir à 2, peut-être à 3, amener du monde avec vous autres. C'est important d'avoir, c'est pas lonesome cowboy quelque part, là, se dire, ah, moi, non, non, nous autres, on sait pas, moi, je reste à Québec, la ville de Québec, Sainte-Foy, et je me suis trouvé chanceux que, tiens, Jean-Denis restait pas trop loin, puis Ludovic Leclerc, et des fois, c'est arrivé qu'on ait une formation ensemble. Alors, c'est bon pour ça, là, que les gens restent pas trop loin, ou même ça peut être sur la rive sud, mais qu'on puisse établir des communications, des gens qui aimeraient savoir où demeurent les autres, ou au moins qu'on ait un petit échange courriel. Alors, je vous encourage pour pas être tout seul dans votre coin. Des fois, on dit, hey, moi, j'aurais aimé ça. Demander à quelqu'un de venir faire de la photo avec moi ou de capturer 2, 3 araignées bien communes là, pour essayer de faire du microscope ensemble. En tout cas, c'est plus facile à Montréal oui. parce que Ben, chez vous, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de participants de Capture les insectes qui viennent quand même de Montréal. Puis là, ouais, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup dans la séance essaim parce que c'est le début de l'été. Puis là, avec toutes les séances essaim, on n'a pas fini de faire la publicité, mais cette semaine ou au courant de la semaine prochaine, on va faire des publications sur les groupes Facebook SEQ, Photos d'insectes du Québec, Nos amis les insectes, Groupe des araignées du Québec. Donc, il y a plus de monde, je pense, qui vont rejoindre les séances prochainement. Puis c'est un pour... début. C'est un début. oui, Sherbrooke, j'ai été très étonné. J'ai été invité par un ami à aller voir une conférence.
de quelqu'un qui faisait une conférence sur les araignées à Granby. J'ai dit, oh, d'après moi, je le connais. Puis il me dit, c'est un monsieur Paquin, je ne sais pas si tu le connais. Ben, j'ai fait la surprise, j'ai dit, oui, je le connais. Alors, je vais y aller. Je suis allé au mois de mars à Granby. La salle était pleine. Il y avait de la place pour peut-être 75-80 personnes. La salle était. Alors, la publicité avait été bonne. C'était plein, plein. Avec les essais comme ça, en tout cas, il va y avoir plus de publicité, les contacts vont être plus faciles. Puis on va être. En tout cas, ça commence. Alors, pour continuer ça, c'est grâce à ça qu'on sait que, par exemple, il y a un dénommé, je ne sais pas, c'est Brousseau, il fait de la photo extraordinaire dans le bout de Charlebourg. J'ai eu l'occasion de rencontrer un autre type Pierre-Marc aussi. Brousseau, tu parles? Ça se peut, si c'est pas lui, c'est un autre, mais un type de gars, un assez jeune homme qui reste à Charlebourg puis qui a fait des photos extraordinaires de pédipalpes. Bon, avant de terminer la séance, je veux juste dire à tout le monde que si vous voulez organiser des sorties ou échanger avec les autres membres de l'ESSIN, il y a des groupes Facebook pour ceux qui ont des comptes. Je sais que c'est pas tout le monde qui en a, mais il y a un groupe Facebook pour chacun des essaims. Donc, il y a la page Facebook de Cap sur les insectes générales. Là, je publie les informations générales, les sorties terrain, tout ça. Mais si vous vous inscrivez, vous avez juste à taper Essaim des araignées, Cap sur les insectes, puis vous cliquez sur rejoindre, puis vous allez pouvoir avoir accès à Moi, ça. toutes les publications qui sont spécifiques à l'essaim. Ouais. S'il y a des gens qui ont des questions, c'est le Moi, ça moment. va. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire, puis je vais faire mon possible pour répondre à vos questions. Donc, est-ce que ça va tout le monde? Parfait, ça. Ben, merci beaucoup de vous être présenté à la séance ce soir. Je vous souhaite des super belles sorties d'échantillonnage. Puis, n'hésitez pas à vous contacter ou à moi me contacter. Je peux essayer de moi créer des groupes ou essayer de mettre des gens en contact pour faire des sorties. On va essayer d'en organiser. Là, le piège lumineux à Saint-Côme, il n'y a pas eu lieu à cause de la pluie samedi, mais Étienne et moi, on compte organiser une autre sortie prochainement. Il part en vacances en juillet, donc peut-être un peu avant ou après quand il va revenir. On va vous tenir au courant des futures activités. Ce qu'il y aura à regarder, Flavie, c'est comment que Pierre Paquin, comment de copies qu'il reste du livre, de son livre. Oui, Des notes. ben, je vais me mettre là-dessus. Parce que je pense que ce serait vraiment important que les membres de J'ai l'ESSIN plus la aient une librairie, mais copie. Moi, j'en ai au moins 2. Puis moi aussi, j'aimerais en avoir une. Donc oui, je vais contacter Pierre pour ça, pour savoir. J'aimerais beaucoup vous réentendre euh, les deux. Il y a Yolène et Thérèse, c'est ça? Oui. Et puis peut-être Annie qu'on n'a pas entendue. Et Claude, pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait durant le mois de juillet, parce qu'on va OK. probablement se voir. Je serais bien content de vous revoir d'ici la fin de juillet, là. Voir ce que vous avez fait, même voir vos photographies, OK. qu'on en jase comme ça, là, même sans que ça soit trop. Là, j'ai parlé comme un bon, là. Toujours. C'est très bien. Très bien. Mais j'aimerais ça vous entendre aussi, puis tu sais, que ça soit beaucoup plus informel, peut-être, là. Ça va Mhm. dépendre du nombre qu'on est, évidemment, là. Il y a Ouais. ça. C'est ça. C'est normal, les premières séances essaims, on explique les techniques, les présentations des espèces, tout ça. Mais après les autres séances essaims, ça va être vraiment plus de la discussion. Puis chacun des membres va vraiment essayer de vous inciter à partager vos photos, vos collègues, puis qu'on en discute un peu plus. Ça va être un peu plus interactif et Ouais. dynamique les prochaines séances. OK. Donc, il est demi. Donc, je vais Au terminer la grand rencontre là. plaisir de vous revoir. Bonsoir. Je vous souhaite un beau mois, une belle fin de juin, puis un beau mois de juillet. Au plaisir de vous revoir fin juillet. J'espère qu'elle va être fin juillet plutôt que début d'août, là, mais qu'importe. Qu'importe. OK. OK. Donc, Portez-vous bien. merci beaucoup tout le monde. Bonne collecte. Bonsoir. Bye bye. Plaisir. Bonsoir. Merci, revoir. Flavie. Merci à Bye. vous. Claude aussi. Au revoir. Merci beaucoup, Claude. Bye. Merci à tout le monde pour votre présence. Au plaisir. Bye.